Je suis heureux d'être avec vous par la pensée. Des circonstances particulières m'ont amené à quitter la Floride à la dernière minute pour une mission que je crois importante. Importante et passionnante ici, dans l'Union européenne. J'en reparlerai un peu plus à la fin de cette présentation. Quand nous aurons toutes les bases pour comprendre pourquoi je suis ici, alors que je devrais peut-être être en Floride, je voudrais aborder les grandes questions et les avancées scientifiques qui nous aident à comprendre les grandes questions. Qu'est-ce que la conscience et d'où elle provient et jusqu'où peut aller le potentiel humain? Mais pour vraiment comprendre ce qu'est la conscience, mieux que ce qu'on en a compris au cours du dernier siècle ou plus, il est vraiment nécessaire de prendre un instant pour saisir les découvertes les plus récentes concernant notre vision de l'univers. Et en approfondissant notre compréhension de l'univers, nous comprendrons bien mieux ce qu'est la conscience et son rôle au cœur de l'univers. Je vais devoir résumer rapidement 3 siècles de recherche scientifique en une seule diapositive, qui révèle d'un seul coup d'œil la hiérarchie des lois de la nature découvertes par la science moderne. Ce schéma présente la structure de l'univers depuis sa base unifiée en bas, jusqu'à ses multiples formes tout en haut. Ce schéma présente la structure hiérarchique de la loi naturelle, de l'unité fondamentale à la diversité apparente. Les avancées de la physique théorique au cours du siècle dernier ont permis d'explorer toujours plus en profondeur les niveaux d'organisation de la nature, du monde visible à l'infiniment petit, de la surface à la profondeur, du macroscopique au moléculaire, puis à l'échelle atomique, jusqu'au niveau nucléaire et subnucléaire. L'échelle unifiée électrofaible, celle de grande unification, et enfin, à la base du schéma, au fondement de l'univers, la découverte du champ unifié qui rassemble toutes les lois de la nature dans le cadre de la théorie des supercordes. Les percées récentes en physique, les percées récentes en mathématiques, la théorie des ensembles, appliquée à la sémantique de Kripke-Joyal, dans les topos, et les théories de la chimie concernant l'état de transition. Toutes les branches de la science moderne révèlent la vérité fondamentale de l'unité de la vie. Je me souviens qu'il y a environ 15 ans, plusieurs de mes professeurs ont reçu le prix Nobel pour avoir montré que 2D, forces de la nature apparemment différentes, n'en formaient qu'une. L'électromagnétisme, responsable de la lumière, des couleurs, de la chimie, de la digestion, explique presque tous les phénomènes qui nous entourent, à l'exception de la gravité, l'électromagnétisme et la radioactivité, longtemps vus comme des forces séparées à l'échelle nucléaire, perçus comme 2 aspects différents d'une même réalité unifiée, le champ électrofaible unifié, qui se manifeste à une échelle 100 fois plus petite que celle du noyau atomique, 10 000 milliards de fois plus petite que le noyau atomique. On atteint la grande unification des forces de la nature, où 3 des 4 interactions fondamentales, fortes, faibles et électromagnétiques, se fondent en une seule et même force. Et à une échelle encore 10 000 fois plus petite, on découvre le champ unifié de toutes les lois de la nature, le champ de la supercorde hétérotique, dans le langage scientifique moderne. Ces théories du champ unifié révèlent un unique champ universel unifié. Au cœur de la nature, l'origine commune à tout les formes que prennent les lois de la nature, qui régit l'univers à tous les niveaux, et dont proviennent les 4 forces fondamentales, toutes les particules, sur lesquelles elles exercent leur influence. Quarks, leptons et leurs formes associées. Nucléons, atomes, molécules, arbres, planètes, galaxies, tout l'univers. Et tout ce qui s'y trouve. La manifestation de ce champ d'intelligence universelle, qui sous-tend la nature. C'est ce que ce schéma illustre. Je vais présenter un instant cette formule mathématique en haut de ce tableau, que vous ne voyez sans doute pas très bien, et ça ne vous dérange sûrement pas. C'est la formule qui exprime l'unité fondamentale. C'est ce qu'on appelle le Lagrangien de la supercorde.
Et c'est justement cette simple équation, en haut de ce tableau, à partir de laquelle, comme l'illustre ce schéma, on peut déduire toutes les autres formules de la physique. Toute la discipline de la physique, de la mécanique quantique à la physique nucléaire, la physique de l'état solide, la chimie et la biologie, les sciences de la Terre et des planètes, l'astrophysique, la cosmologie, tout ce qui a été découvert sur l'univers par la science moderne depuis 3 siècles peut être déduit de cette unique formule compacte. La dynamique d'une unité fondamentale, à l'origine de toute la diversité du vivant, est le processus progressif qu'on appelle la brisure de symétrie. Peu à peu, l'unité fondamentale donne naissance à la diversité apparente, en commençant par la grande unification et l'unification électrofaible, ainsi que les échelles nucléaires et atomiques. Puis les échelles moléculaires, macroscopiques, terre-planétaires, astrophysiques et cosmologiques. Tout l'univers peut émerger progressivement de cette idée synthétique, qui n'est pas simplement ma découverte. Si jamais c'est comme ça que Duncan a voulu présenter ma brillante introduction, mais c'est désormais au cœur de la physique théorique moderne, et même de plus en plus, ça attire l'intérêt des autres disciplines scientifiques. L'un des plus grands succès de la théorie du champ unifié, c'est sa capacité remarquable à unifier la physique de l'infiniment grand, notamment la gravité et la mécanique quantique. Depuis 50 ans, la gravité échappe à la quantification. C'était précisément le concept de la gravité comme force isolée qui constituait l'erreur logique. Le concept même de séparer les forces n'a en réalité ni sens mathématique ni logique. La solution pour élaborer une théorie rigoureusement cohérente de l'univers, il a fallu abandonner l'idée de forces distinctes et de particules séparées pour tout rassembler en une seule entité unifiée, qu'on appelle le champ unifié ou champ de supercorde. En résumé, pour faire court, l'unification se fait ainsi. Il existe un océan universel d'intelligence qu'on appelle le champ de supercorde en seconde quantification. Mais ce champ fait émerger les cordes, un peu comme les bulles qui montent dans un soda. Ces petites cordes issues de cet océan sont en fait toutes de la même nature. Il n'existe qu'une seule entité dans l'univers, mais ces cordes peuvent vibrer de multiples manières. Un peu comme des élastiques qui vibrent à gauche ou à droite, dans un sens ou dans l'autre. On peut compter toutes les façons de vibrer qu'une corde a dans 10 dimensions, ce qui, soit dit en passant, est le nombre de dimensions de notre universe, même si on n'en perçoit que 3 dimensions de l'espace sur 10, plus une dimension de temps, pour une raison technique qu'on expliquera peut-être plus tard, si on a le temps. Quand on fait la liste des états possibles d'une supercorde, on se rend compte que ces vibrations correspondent exactement à ce qu'on appelait la gravité. Et si elles vibrent différemment, ça donne ce qu'on appelait l'électromagnétisme. Ou si elles vibrent autrement, ce qu'on appelait quarks et leptons. Et ainsi de suite. Toutes les particules et forces de l'univers sont simplement différents modes de vibration de la supercorde. Simplement des expressions de ce champ unifié, comme les vagues sur l'océan. Ces théories ont rencontré un vif succès et constituent la seule théorie quantique cohérente de la gravité, poussant même les scientifiques, même ceux qui étaient d'abord sceptiques, à accepter la supercorde et l'unification comme la seule possibilité de conclusion cohérente, que nous vivons dans un univers unifié. Je voudrais évoquer la question, l'origine et la nature fondamentale de la conscience. Il y a une chose à savoir à propos de la hiérarchie des lois naturelles. Comme le montre ce schéma, c'est que plus on descend dans la structure de la réalité, du niveau macroscopique tout en haut, au niveau microscopique tout en bas, à chaque étape, du macroscopique au moléculaire, de l'atomique au nucléaire,
les propriétés de la conscience deviennent de plus en plus marquées et de plus en plus manifestes. Par exemple, l'intelligence s'exprime de manière plus vive aux niveaux les plus fondamentaux. Que cela veut-il dire? Que les lois de la nature deviennent de plus en plus condensées. Les lois de la nature sont des principes qui organisent l'univers. Certaines lois donnent à la nature sa régularité et sa répétition, et la rendent compréhensible pour l'esprit humain. Les lois de la nature sont donc des principes organisés, des principes qui assurent le fonctionnement de l'univers dans son ensemble. À des niveaux plus profonds des lois de la nature, ces lois deviennent encore plus condensées. Au niveau de l'unité, la dynamique interne du champ unifié est à l'origine de toute la diversité. Les lois de la nature deviennent extrêmement condensées. Comme vu précédemment, le champ unifié constitue la source commune à toutes les lois de la nature. La source unique de l'intelligence qui régit l'univers. Le champ unifié est donc la forme d'intelligence la plus concentrée. Dans la nature, l'intelligence se condense davantage, aux niveaux les plus fondamentaux. Dynamisme. Une autre propriété de la conscience. La conscience est bien plus qu'intelligente, elle est aussi alerte et dynamique. Le dynamisme devient de plus en plus crucial, à mesure qu'on approche de l'essentiel. Ceci est dû au principe d'incertitude, le principe d'un dynamisme croissant à des échelles plus petites. C'est pour cela que la puissance nucléaire est 1 million de fois plus puissante que la puissance chimique. La puissance chimique vient de la transformation de la structure des molécules. La puissance nucléaire provient de la modification du noyau atomique, qui sont 1 million de fois plus petites et plus fondamentales. Et donc, selon la physique quantique, 1 million de fois plus puissante. Le niveau de superunification, celui du champ unifié, est 1000 milliards de fois supérieur, encore plus fondamental et plus puissant que la force nucléaire. À l'échelle superunifiée, la densité d'énergie et le dynamisme sont presque infinis. Et la conscience possède aussi une autre qualité, la conscience de soi, une propriété fondamentale de la conscience. Cette propriété se développe encore davantage aux niveaux les plus profonds de la nature. Une force superficielle comme l'électromagnétisme n'a pas la conscience de soi. Vous pouvez prendre 2 lampes de poche et tenter l'expérience chez vous. Vous pouvez croiser les faisceaux, elles se traversent sans se perturber, sans se percevoir mutuellement. Mais à un niveau plus fondamental, celui de l'unité, le champ unifié a une pleine conscience de son existence. Il réagit activement à sa propre présence. On parle alors de la propriété non linéaire ou non abélienne, du champ unifié, celle de s'auto-connaître, de s'auto-interagir, de se renvoyer à soi-même. Il est essentiel que le champ unifié soit conscient de lui-même et qu'il interagisse avec lui-même. Puis, il n'y a rien d'autre à ce niveau-là. Avec quoi interagir? C'est donc l'auto-interaction dynamique qui génère peu à peu toute la diversité de la création, et ainsi de suite. Si l'on observe par exemple ce schéma de façon méthodique, je sais qu'il n'est pas très lisible pour vous, mais il expose en détail la structure mathématique du champ unifié, d'où l'on peut déduire précisément ses propriétés essentielles. Dynamisme, intelligence, conscience de soi, autoréférence. On observe ainsi une profonde correspondance quantitative ou qualitative entre ce champ unifié et ce que nous appelons la conscience. Je reviendrai sur ce point, mais il est selon moi très important pour conclure à un revirement surprenant de ce que l'on pensait jusqu'alors. On pensait que la conscience n'était qu'un phénomène superficiel, issu des processus électrochimiques du cerveau, ce qui constitue un épiphénomène purement macroscopique, et du courant électrique qui y circule. Ce que nous commençons à voir dans ce graphique, c'est que les qualités de la conscience ne sont pas superficielles. Elle est en fait fondamentale et omniprésente, présente partout autour de nous.
au-delà de la vie, au-delà des molécules, jusqu'au monde de la mécanique quantique. On découvre alors que l'univers est conscient. La mécanique quantique et les expériences qui la confirment, ainsi que les théories de la mesure quantique, montrent que ce que l'on appelle réalisme local est une illusion. Penser qu'il existe une réalité physique, localisée, dotée d'une réalité propre, a été remise en cause par la mécanique quantique et par les expériences qui valident cette théorie. La réalité quantique, elle, est non locale. Ce qu'on appelle la matière n'existe plus vraiment à l'échelle de l'atome, ni même à celle du noyau. La mécanique quantique, c'est le jeu de l'intelligence et du potentiel pur. Les qualités de la conscience se manifestent de plus en plus. Les propriétés de la matière s'estompent en profondeur. La conscience et ses qualités ne proviennent donc pas d'un phénomène émergent du cerveau vu à grande échelle. La conscience est un phénomène fondamental, présent partout dans la nature. Évidemment, à notre échelle, le monde matériel qui nous entoure n'est que la partie visible d'un immense iceberg quantique, à peine la surface de l'existence. Et à ce niveau, celui des objets, la nature paraît plutôt inerte et dépourvue de vie. Après 300 ans d'études sur la mécanique classique, les physiciens ont fini par croire que nous vivions dans un univers mort et que la conscience ne serait qu'un simple hasard, alors que j'affirme au contraire que la conscience est fondamentale, qu'elle naît vraiment de l'intérieur même de l'existence. Voici donc l'explication classique. La conscience serait un simple accident cosmique, un improbable enchaînement de réactions chimiques sur la Terre primitive, dans son atmosphère et ses océans d'origine, amené à l'apparition de molécules capables de se reproduire, dont la complexité s'est accrue peu à peu jusqu'aux premiers organismes multicellulaires, puis aux mammifères et à toute la vie complexe. Et puis soudain, c'est le miracle. Comme par magie, la chair qu'on nomme cerveau devient consciente. Voilà l'origine de la conscience. Voir la conscience comme un simple phénomène émergent n'a jamais convaincu les philosophes ni les scientifiques. Les neuroscientifiques n'ont jamais trouvé de zone magique dans le cerveau où naîtrait la conscience. Elle ne vient pas d'un lieu précis dans le cerveau. Elle viendrait de chaque cellule du cerveau et de l'ADN à l'intérieur des cellules, ainsi que des comportements moléculaires et quantiques, GROD, et des synapses. La conscience émerge dans le monde physique, depuis le niveau quantique, de l'intérieur vers l'extérieur. Autrefois, on pensait que la conscience était un simple accident de l'univers. Selon la mécanique quantique, la matière serait un accident dans un univers profondément conscient. Et dès qu'on dépasse la surface de la matière et qu'on explore le monde quantique de l'atome et du noyau et au-delà, le monde devient vivant, de plus en plus conscient et dynamique, jusqu'à la source unifiée de la création, le champ unifié des lois de la nature, qui est un champ immatériel d'intelligence consciente. Un champ infiniment dynamique, à l'origine de notre univers et d'une infinité d'autres univers. Cette unité a naturellement vocation à générer la diversité, l'idée d'une infinité d'univers coexistant en même temps, et la vision moderne, qui provient de la cosmologie quantique, fondée sur la découverte de la supercorde. Je pense que ça semble évident pour vous, que ce champ fondamental d'intelligence de la nature, qui a donné naissance à l'univers et a fait émerger des millions d'espèces sur Terre, et maintient nos écosystèmes, ces réseaux subtils d'interdépendance et d'échanges perpétuels. Il faut comprendre que cette source de vie, d'une dynamique infinie et d'une créativité infinie, et origine des univers, doit être en elle-même un champ de vie à l'état pur. Ce n'est ni un champ de mort, ni d'inertie, mais bien un champ de vie pur,
de pure conscience. Voilà l'hypothèse que je souhaite présenter et soutenir au fil de cette conférence, avant d'en venir rapidement aux implications concrètes de cette nouvelle vision de l'univers et de la conscience. Avant tout, cet océan universel, ce champ unifié d'intelligence et de conscience, n'est pas inaccessible à la conscience humaine. Je ne parle pas seulement des plus grands physiciens et mathématiciens peuvent l'imaginer et le formuler dans un langage scientifique rigoureux. C'est vrai, mais l'expérience de l'unité, la connaissance de cette réalité universelle, est en fait à la portée de tous. Dans l'état de conscience le plus pur et ouvert, l'état méditatif. La conscience holistique, l'état le plus pur de la conscience humaine. Depuis les origines, au sein des grandes traditions méditatives du monde, notamment la tradition védique, considérée comme la source de toutes les traditions de méditation, finalement, on y trouvait des méthodes avancées de la conscience, des techniques de méditation, ouvrir efficacement la conscience humaine à l'expérience directe de cette unité profonde de la vie. La manière dont fonctionnent ces techniques de méditation, elles ramènent l'attention intensément vers l'intérieur, comme le montre ce graphique. Ces techniques de la conscience orientent profondément l'attention vers l'intérieur, comme on le voit ici à droite sur ce schéma, en explorant des couches plus profondes de l'esprit, des pensées plus raffinées, ce qui correspond à des niveaux plus profonds d'intelligence dans la nature. Au final, ce cheminement intérieur de l'esprit, ce voyage de la conscience, aboutit à un état qui dépasse la pensée. Une conscience universelle, sans limite et pure simplicité. Lorsque je parle de méditation, je devrais préciser, il y a au moins 3 approches différentes qui entrent dans la catégorie de la méditation, dans le sens où on l'entend habituellement. Il y a les techniques de concentration. Elles cherchent à focaliser l'esprit. En focalisant l'esprit, la concentration garde l'esprit focalisé, étroitement limité à un objet précis de concentration. Les techniques de contemplation, y compris la visualisation, qui consiste à réfléchir à des idées positives. Mais cela mobilise aussi l'esprit. Mais la concentration est moins intense, et l'attention suit un fil d'idées, plutôt ciblé que diffus. La méditation, comme je l'explique ici, consiste à transcender. On appelle cela la méditation transcendantale, comme on le fait depuis des années, car il s'agit de réduire progressivement l'activité mentale pour atteindre des pensées de plus en plus calmes et subtiles, jusqu'à ce que toute pensée disparaisse, et que seule la conscience demeure. On fait alors l'expérience de sa propre subjectivité, sans aucune pensée, dans cet état de conscience pure. Car il s'agit d'une conscience pure, sans contenu ni limite. Une expérience universelle et indéfinissable. Présent dans toutes les traditions, il représente, selon la recherche physiologique moderne, un 4e état majeur de conscience humaine, différent de l'éveil, du rêve ou du sommeil. Cet état de conscience élargi se manifeste une cohérence neurologique profonde, une organisation remarquable du cerveau, où tout le cerveau fonctionne en parfaite harmonie. C'est tout à fait exceptionnel. Cette activité coordonnée du cerveau, appelée cohérence EEG globale, on ne trouve cela dans aucun autre état de conscience. Ni en éveil, rêve, sommeil, ni sous hypnose. C'est propre à cet état méditatif, cette expérience globale de la conscience en soi. Le graphique suivant illustre clairement l'apparition de cette cohérence EEG exceptionnelle. Tout commence à gauche du graphique, où apparaissent de petites pointes jaunes qui montent lors de la méditation transcendantale
qui est aujourd'hui la technique la plus étudiée et la plus pratiquée de toutes les technologies au monde pour développer le potentiel humain. Ces petits pics jaunes montrent plus de 90% de synchronisation dans l'activité électrique de l'hémisphère gauche du cerveau. Après encore quelques semaines de méditation et après plusieurs années à méditer 2 fois par jour, on observe que ces pics jaunes, signes d'un cerveau organisé, commencent à couvrir toutes les fréquences de l'activité cognitive. Cela signifie que toute l'activité du cerveau reste profondément unifiée et que le cerveau fonctionne de façon optimale en continu. Même après, même pendant le rêve ou le sommeil profond. Le cerveau fonctionne de façon holistique et intégré grâce à une exposition répétée à cet état de conscience sans limite. En tant qu'enseignant, je dois souligner même une technologie favorisant l'intégration cérébrale constitue une avancée éducative considérable. Pourquoi? Parce qu'un bon fonctionnement du cerveau est lié scientifiquement à l'intelligence, au développement de la créativité, une meilleure mémoire, de meilleurs résultats scolaires, attention accrue, réflexes plus rapides, meilleur sens moral, plus grande stabilité psychologique, maturité émotionnelle. Tout le potentiel du cerveau repose sur son bon fonctionnement. Désormais, cet équilibre cérébral peut être cultivé grâce à un entraînement régulier. À tout âge. Il suffit d'ouvrir la conscience humaine à sa source unifiée. Dans cet état de pure conscience, où la conscience se relie au champ unifié. Permettez-moi de revenir un instant en arrière et reconsidérer la connexion entre l'expérience de pure conscience et le champ unifié. J'ai déjà parlé de la profonde correspondance entre ce champ de conscience et le champ unifié décrit en physique. Sur le plan qualitatif, ils sont identiques. Deux champs universels, infinis, d'intelligence consciente. Mais si l'on examine en détail la structure quantitative du champ unifié, révélée aujourd'hui par les mathématiques modernes, et celle de la conscience lorsqu'elle est unifiée, que l'on peut expérimenter directement grâce à la méditation transcendantale et à des techniques méditatives avancées, venant tout particulièrement de la tradition védique de l'Inde. Vous pouvez découvrir la structure de l'unité. En physique, par exemple, on peut mettre le champ unifié en mouvement. Par exemple, c'est ce qui se passe dans un accélérateur de particules. On stimule le champ unifié et on observe ses résonances. C'est un peu comme faire vibrer une guitare. Si vous faites vibrer une guitare, elle émet un son, mais très vite le bruit s'apaise et on entend des notes pures. On les appelle les sons fondamentaux et les harmoniques de la corde de guitare. Mi. De même, le champ unifié possède ses propres fréquences naturelles. Et ces fréquences, qui peuvent être déduites mathématiquement du champ unifié, correspondant à les particules élémentaires, comme le graviton, le fond, etc. Les forces et particules fondamentales de l'univers sont simplement les vibrations du champ unifié, les ondes stables qui parcourent l'océan de l'existence. L'univers entier n'est qu'une symphonie. Ce n'est pas un monde matériel, mais un monde de vibrations, les fondamentaux et harmoniques de la supercorde. De même, la conscience humaine a ses propres fréquences de résonance et peut être stimulée, et ces fréquences se révèlent dans l'état de conscience le plus calme et silencieux, lors de la méditation. La structure de la conscience illustrée ici est précise et peut être vérifiée à de nombreuses reprises. Cette structure apparaît en haut du schéma. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais cela a été rapporté et confirmé génération après génération par des méditants et des sages du monde entier.
On l'appelle la structure du Rig Veda. C'est le modèle de l'univers, accessible à une expérience directe en méditation. En bas du schéma, on voit la structure vibratoire de l'unité, selon la science moderne, et elles sont identiques. La description ancienne du Veda, qui se vérifie par l'expérience directe, et la description mathématique moderne partagent la même structure, 152 syllabes ou tons fondamentaux, répartis en 3 catégories, qu'on peut associer à Rishi, Devata et Chandas. Mais le nom n'a pas d'importance. Correspondance directe entre la structure du champ unifié et celle du champ unifié de votre conscience, vérifiable directement dans les états de conscience humaine les plus silencieux et les plus ouverts. Et il y a bien d'autres raisons, et nous en parlerons un peu plus tard, qui confirment l'identité fondamentale de notre pure conscience, de notre être, de notre propre subjectivité. Et cette intelligence universelle à l'origine de l'univers. Tout cela n'est qu'une seule et même chose. Je veux donc l'affirmer sans aucune ambiguïté, car cela a souvent prêté à confusion par le passé. Même dans des conférences réputées, la confusion persiste. Le champ unifié, c'est la conscience universelle. La conscience, c'est le champ unifié. Il n'existe pas d'autre conscience que celle-ci. La conscience que l'on relie à l'esprit et à la pensée. La conscience se reflète, tout comme un vase en verre coloré. Mais le vase n'est pas la source de cette lumière. De même, l'esprit humain n'est pas à l'origine de la conscience. Il la reflète simplement, une conscience universelle directement accessible. Quand l'esprit devient parfaitement paisible et que la pensée est transcendée, il ne reste plus que la pure conscience, éveillée à sa nature universelle. C'est l'état méditatif. Cet état est aujourd'hui l'objet de nombreuses recherches scientifiques et d'études sur le développement du cerveau. C'est l'expérience de cette conscience globale universelle qui est essentielle à l'éducation et au développement optimal du cerveau. J'aimerais maintenant discuter de ce sujet avec vous et entrer un peu plus dans les détails, après avoir posé les bases sur la conscience et le champ unifié et sur leur origine. Je voudrais aborder davantage les limites du potentiel humain et comment appliquer concrètement cette découverte au quotidien. J'évoquais à l'instant l'effet de l'ouverture de la conscience humaine à l'expérience globale de l'état méditatif et son impact sur le développement à long terme du cerveau, en rendant le fonctionnement du cerveau plus ordonné, ce qui se traduit une pensée claire, des actions ordonnées, des actions efficaces, et une corrélation scientifique avec l'intelligence. Et tous ces bienfaits pour le cerveau illustrés ici, ainsi que les nombreuses études universitaires menées à travers le monde, qui prouvent que le simple fait de méditer à l'université ou au lycée permet d'augmenter le QI sur le long terme, et l'intelligence et la créativité. Surtout chez les jeunes, c'est une avancée remarquable. Jusqu'à récemment, on avait une vision du potentiel humain très limitée, et il faut le dire, elle était assez décourageante. On pense que l'intelligence culmine à l'adolescence, et qu'après, à mesure que les neurones disparaissent, l'intelligence amorce un lent déclin. En prenant de l'âge, on se console souvent que la sagesse et l'expérience compensent la perte de nos capacités cérébrales. Qu'avec l'âge, on devient plus sage, même si on n'est pas forcément plus intelligent. Mais tout cela, c'est du passé. C'est une perspective plutôt sombre, une fausse conception du potentiel humain. Structure du cerveau humain, souplesse et capacité d'adaptation sont si remarquables que notre cerveau peut continuer d'apprendre et développer son potentiel créatif tout au long de la vie. Mais ce qui semble essentiel pour exploiter les ressources cachées de notre cerveau, il faut régulièrement renouveler notre esprit en élargissant notre conscience au-delà de ses limites habituelles et de nos routines pour permettre à l'esprit de se renouveler et découvrir l'immensité qui caractérise vraiment la conscience humaine. C'est cette expérience qui nourrit le cerveau, ce qui favorise le développement continu de l'intelligence
Mais sans cette expérience, le cerveau finit par s'atrophier. Il semblerait que l'état de pure conscience, la méditation, soit aussi essentiel au développement du cerveau que l'éveil, le rêve ou le sommeil. Or, jusqu'à présent, l'éducation n'a rien proposé pour offrir aux élèves cette ouverture de conscience, de façon structurée. J'aimerais vous montrer un autre graphique qui est particulièrement frappant. Voilà souvent ce que produit une éducation sans cette expérience essentielle de la méditation. L'éducation dirige de plus en plus notre attention vers des domaines de plus en plus spécialisés. En fait, ce processus commence très tôt, durant le premier mois de vie. La cohérence cérébrale est forte et la conscience très large. Au bout d'1 à 2 mois, l'enfant apprend à concentrer cette conscience en utilisant la vue et à reconnaître le visage de sa mère. Dans les années qui suivent, l'enfant apprend de mieux en mieux à reconnaître son environnement et à interagir avec l'environnement. Il apprend à se concentrer de façon de plus en plus précise. Puis à l'école, on récompense des comportements de plus en plus ciblés, des accomplissements précis, notamment pendant les études supérieures. Comme étudiant en master, on se rend vite compte qu'on en apprend toujours plus sur de moins en moins. Et une fois qu'on arrive au doctorat, on réalise trop tard qu'on est devenu le plus grand spécialiste de rien. Je me souviens de mon sujet de thèse. Ma thèse portait sur le mélange faible des masses, la violation CP dans la désintégration des mesons B. Qui l'a lu parmi vous? Presque tout le monde. Le problème, c'est pas vraiment la spécialisation. Merci, merci. Du général avec le particulier, de l'infini avec le limité. Sans cette expérience vécue régulièrement, notre conscience s'enlise. C'est comme si notre esprit devenait myope. On perçoit les détails, mais on échappe à l'ensemble. D'où l'importance de méditer et de transcender régulièrement pour s'épanouir, presque de façon volontaire, pour élargir la conscience et garder une certaine souplesse dans le mécanisme du cerveau pour conserver cette capacité de compréhension globale, ou même cosmique, tout en restant concentré dans des limites étroites de pensée et d'action. Voici ce qui se passe sur ce graphique si on ne pratique pas cela. On observe alors un développement déséquilibré du cerveau, surtout visible sur le graphique à droite. Il apparaît ce qu'on appelle des trous fonctionnels. Les trous fonctionnels ne sont pas des trous physiques dans le cerveau, mais plutôt des zones qui ne sont pas actives, où les neurones ne transmettent aucun signal. Cela se voit facilement sur ce qu'on appelle des images PET, qui mesurent la circulation sanguine dans le cerveau. Malheureusement, dans le système éducatif, tel qu'il existe actuellement dans le monde, axé sur l'apprentissage de faits isolés, le cerveau développe des compétences dans un domaine très limité, mais il perd sa capacité à fonctionner de façon globale, ce qui entraîne un développement déséquilibré du cerveau et peuvent alors s'installer durablement dans ces déséquilibres métaboliques, appelés trous fonctionnels. Comme l'a montré le graphique, ces trous fonctionnels se concentrent souvent dans le cortex préfrontal critique. Le cortex préfrontal sert normalement de barrière rationnelle contre les comportements primitifs, agressifs, impulsifs ou violents. En cas de stress, le cortex préfrontal cesse de fonctionner et le cerveau primitif prend le dessus. Méditation permet de rétablir le fonctionnement global du cerveau. Comme montré sur l'encéphalogramme, la cohérence globale de l'EEG, en mobilisant tout le cerveau, quand tous les neurones s'activent ensemble, la circulation sanguine cérébrale s'améliore.
ou même de graves déséquilibres métaboliques peuvent être corrigés, et un équilibre du fonctionnement cérébral peut être retrouvé, même chez les détenus les plus dangereux. C'est donc essentiel en éducation que le cerveau puisse se développer de manière complète et harmonieuse. Cela demande plus que d'apprendre des faits séparés ou de se spécialiser. Il faut aussi s'ouvrir régulièrement à une vision globale, à notre place dans l'univers. Cette compréhension élargie est cruciale pour une autre raison. C'est la raison, j'appelle ça le développement d'une citoyenneté mondiale. La citoyenneté mondiale, c'est savoir agir localement, ce que nous faisons avec cerveau et corps ancrés dans un lieu, tout en gardant une vision d'ensemble, en conservant une conscience élargie, sans limite, même en évoluant dans un cadre défini. C'est ainsi que chaque action reste en harmonie avec l'ensemble. C'est cette compréhension élargie qui est essentielle. Pour pouvoir agir, bien sûr, servent vos intérêts personnels, tout en favorisant ceux de la société dans son ensemble. Adopter des comportements non polluants, non violents et respectueux de la vie résulte d'une bonne éducation, qui permet de retrouver une compréhension élargie. En tant que physicien, il y a une autre façon que j'aime expliquer cela. Le champ unifié, accessible directement dans ce quatrième état de conscience. L'état méditatif regroupe toutes les lois de la nature en une structure unifiée de la réalité. Lorsque l'ensemble des lois de la nature, réunies dans le champ unifié, s'exprime pleinement dans la conscience humaine et s'anime dans la physiologie même du cerveau, alors les pensées et les actions qui émergent de ce champ, unifié de la loi naturelle, restent profondément imprégnées des lois de la nature, de sorte que le comportement s'y aligne, en harmonie avec les lois naturelles. Un acte en harmonie avec la loi naturelle. Adopter un comportement en accord avec la loi naturelle, c'est adopter un comportement, sur cette intelligence universelle et nourricière, qui a engendré l'univers, qui maintient l'univers, qui a donné naissance à des millions d'espèces dans les complexes écosystèmes de la Terre, et les maintient tous en vie et les nourrit. La conscience humaine peut s'accorder avec cette intelligence évolutive qui fait vivre l'univers. Des actions bénéfiques et spontanées émergent. Lorsque cette totalité s'éveille, une compréhension plus vaste au niveau de la conscience individuelle. Voici un résumé de ces points sur cette seule diapositive. L'enseignement supérieur devrait viser l'éveil d'une conscience plus élevée. Cela implique de développer le cerveau dans sa globalité pour que la véritable unité, la vérité scientifique de l'unité de la vie, devienne une réalité vécue chaque jour. Et évidemment, cela stimule l'intelligence, la créativité et les résultats scolaires. La santé s'améliore et plus encore. À mon avis, c'est l'intégration de l'expérience holistique, du champ unifié pour développer pleinement le cerveau. Celle-ci devrait être priorisée avant d'investir dans de nouvelles prisons, dans l'éducation en ligne, etc. Tout cela, y compris la construction de prisons, l'éducation numérique devrait absolument passer au second plan. Derrière l'introduction dans l'éducation d'une expérience centrale de l'unité de la vie qui favorise un développement global du cerveau. C'est là l'essentiel. J'ai déjà évoqué les implications pour la société. Citoyenneté globale, une compréhension humaine pleinement développée, source de comportements spontanément bénéfiques pour la vie. Et enfin, un dernier point à aborder, c'est les écoles, les universités peuvent devenir de véritables pôles de cohésion pour toute la société, grâce à ce que j'appelle les effets de champ de la conscience, l'influence rayonnante de la paix, qui naît de l'expérience d'une paix profonde intérieure. Mais d'abord,
un dernier point sur l'éveil. Et pourquoi on parle d'éveil, et pourquoi on l'appelle parfois aussi liberté ou libération. Je voudrais définir précisément l'éveil comme étant la stabilisation de l'expérience de sa véritable nature infinie, la stabilité de cette conscience cosmique, tout en agissant dans le monde. Mais à l'état de veille, malheureusement, ce n'est pas le cas. L'état de veille, c'est être attentif à quelque chose dès que le réveil sonne le matin, jusqu'à ce qu'on s'endorme le soir. On est toujours conscient de quelque chose, que ce soit le réveil, que je réalise que je suis en retard au boulot, ou peu importe quoi. L'état de veille, c'est un film sans fin, où chaque expérience en chasse une autre. Mais on n'a jamais cela à l'état de veille. C'est l'expérience de celui qui vit ces expériences. La conscience, celle qui sait, reste inconnue. On fait l'expérience de tout ce qui nous entoure. Mais on perd le contact avec soi-même. Voilà la nature de la conscience éveillée. Et c'est parce que notre cerveau n'est pas assez souple pour garder une conscience sans limite, notre véritable nature, avec les frontières de nos sensations. C'est une vraie une perte tragique. L'expérience de la conscience illimitée, l'expérience de notre soi profond, est une source de bonheur absolu, de plénitude et de liberté totale. Après ça, il n'y a rien de plus à rechercher. Ce bien-être intérieur est éclipsé quand on est éveillé. Parce que l'on perçoit, si vous mangez de la purée au dîner, et que vous l'appréciez, c'est déjà pas mal. Au moins vous profitez de ce goût-là, même si vous avez perdu le contact avec votre être intérieur infini et serein. Mais si vous êtes en train de manger du gombo et que votre conscience ne se résume plus qu'à l'instant présent, à la saveur de ce plat, eh bien à cet instant, votre existence se retrouve réduite à quelque chose de bien triste. Notre conscience ordinaire oscille constamment entre des hauts et des bas, moments heureux alternent avec des difficiles, alors que le bonheur ultime, la plénitude de la vie, qui est pourtant notre vraie nature, se trouve oublié. C'est pourquoi on parle aussi de réalisation de soi. On parle ici de se connaître soi-même, parce qu'on découvre sa vraie nature. C'est aussi ce qu'on appelle la libération, même si on aime toujours les pommes de terre, et qu'on n'apprécie pas forcément le gombo. On reste libre face à ces attachements, car ils sont minimes, car toutes ces petites expériences reposent sur la conscience de notre nature profonde et sans limite. Je tiens à préciser, avant de passer à autre chose, que l'expérience de l'éveil est vraiment précieuse. C'est l'expérience la plus essentielle de la vie, rien que pour les effets comme plus d'intelligence, de créativité, de dynamisme, et la facilité à accomplir ses aspirations. Tout cela découle simplement du plein développement du cerveau dans son ensemble. Ce qui distingue surtout un cerveau pleinement développé, c'est une conscience sans limite, qui permet de rester en lien avec la nature cosmique et heureuse de soi. Si vous pratiquez une technique de méditation qui ne vous conduit pas rapidement, en quelques minutes à peine, à cette expérience de conscience sans limite, je vous suggère d'explorer d'autres approches. Aujourd'hui, je vais vous parler de la méditation transcendantale, car c'est la pratique méditative la plus ancienne et forte de plusieurs millénaires de tradition. C'est aussi la méditation la plus étudiée, la plus pratiquée et la plus recommandée dans le monde. Quelle que soit la technique que vous suivez, assurez-vous de ne pas attendre longtemps, et que cela se fasse rapidement, afin d'atteindre très vite cet état de conscience illimité. La stabilisation de cet état est réellement l'objectif de la méditation. C'est vivre dans une conscience profonde. L'éveil est constamment soutenu par la nature, pour accomplir vos aspirations. Enfin, le dernier point que je souhaite aborder est l'application de l'éveil et de la méditation pour la paix.
Vivre cette conscience intérieure sans limite, cette unité fondamentale de la vie, apporte la paix intérieure. Le champ unifié est en réalité un espace de paix et d'unité, où s'harmonisent tous les contraires, où dynamisme et silence se rejoignent. L'unification des champs de force et de matière, des bosons et des fermions, toutes les forces opposées qui forment l'univers visible, coexistant en harmonie totale au niveau du champ unifié, qui est donc par essence un champ de paix. Vivre ce champ procure une paix profonde. Ce qui est fascinant, c'est que cette paix est contagieuse. Elle se diffuse dans toute la société. Chacun influence forcément ses proches, sa famille et son entourage professionnel. Aucun homme n'est une île, comme le dit la célèbre expression, et c'est tout à fait vrai. Surtout si beaucoup de personnes méditent et ressentent une paix intérieure profonde. Alors une véritable influence de paix se propage. La paix rayonne autour d'eux dans la société. On observe alors une nette diminution du stress social et des actes de violence, par exemple, mais aussi une baisse du terrorisme, voire la réduction et l'arrêt des conflits armés dans les régions touchées par la guerre, si suffisamment de personnes vivent en même temps cette expérience de l'unité grâce à la méditation. On peut le comprendre ainsi. La méditation transcendantale est prescrite dans le monde entier par des milliers de médecins. Pourquoi? Avant tout, pour diminuer le stress personnel et les maladies qui en découlent. La plupart des maladies sont liées au stress. Hypertension, maladie du cœur, AVC. 90% des maladies sont causées ou aggravées par le stress. De même, les fléaux sociaux, comme la criminalité, les violences domestiques, le terrorisme, la guerre, sont autant de signes d'un stress social accumulé. Nous vivons une véritable épidémie de stress. Les médecins constatent partout une hausse des AVC et de l'hypertension, ainsi que des maladies cardiaques, une augmentation des tensions et du terrorisme partout dans le monde. On peut apaiser ce stress social intense grâce à l'effet d'entraînement de la méditation individuelle. Il y a une façon encore plus profonde de voir les choses. Comme la conscience est un champ, accéder à ce champ crée des ondulations. Et en stimulant profondément ce champ de conscience, un effet est produit qui réellement et physiquement se répand dans l'environnement. Quand des personnes méditent ensemble, leurs ondes s'additionnent et créent une vague plus puissante. Fait intéressant, la puissance d'une onde est proportionnelle au carré de son amplitude. Je peux vous le montrer ici, dans cet exemple avec des haut-parleurs sur l'ordinateur. On voit 3 haut-parleurs diffusant la même musique, jouant le même son. Si vous placez ces haut-parleurs côte à côte, leurs ondes se réunissent en une onde 3 fois plus grande. Mais la puissance, le volume sonore dans cette onde plus haute n'est pas simplement proportionnel à la hauteur de cette onde, qui est 3 fois plus élevée, mais bien au carré de cette hauteur, donc 9 fois plus. Ce qu'on peut en retenir, c'est que si on place 3 haut-parleurs ensemble, on obtient un volume 9 fois plus élevé que celui d'un seul. Cela s'explique par un principe universel qu'on appelle l'interférence constructive, la somme cohérente des amplitudes. De la même façon, si on réunit des méditants proches physiquement et qu'ils vivent et stimulent ensemble le champ unifié de la conscience, ça génère une onde plus forte et plus charismatique. Et la puissance de cette onde et son effet de paix et l'unité dégagée croît, d'après les recherches, proportionnellement au carré du nombre de méditants. Ce qui veut dire qu'un groupe aussi grand que votre auditoire suffit pour avoir un impact concret sur la paix. Dans tout l'État de Floride, au minimum, à condition d'être en parfaite harmonie. Si vous méditez et atteignez cet état ensemble,
stimulant ce champ universel de paix. Il est donc possible de viser et de neutraliser la source même des violences sociales et des conflits, et la racine des guerres, selon tous les experts en résolution de conflits. Les tensions entre groupes rivaux ne cessent d'augmenter dans les zones sensibles du monde entier. Si l'on parvient à instaurer une forte dynamique d'apaisement, d'unité et de cohésion sociale, et à dissiper ce stress social qui s'accumule, on peut alors neutraliser la cause fondamentale des guerres. Ça semble étonnant, mais c'est la vérité. On ne peut jamais effacer totalement le stress social, mais on peut l'empêcher d'atteindre le point d'ébullition. C'est une comparaison parlante. L'eau bout à 212 degrés Fahrenheit. Le lait bout aussi à 212 degrés Fahrenheit. Si la chaleur et l'agitation augmentent, et que le lait arrive à ébullition et commence à déborder, spontanément on mettrait un couvercle et on essaierait de le retenir de force. Mais si vous faites ça, ça ne marche pas. Quelqu'un d'averti prend quelques gouttes d'eau froide et les jette à la surface du lait. Et aussitôt, tout se calme. Car même à 1 ou 2 degrés sous l'ébullition, le lait arrête de bouillir. De la même façon, avec un groupe d'1 millier ou même plusieurs milliers de personnes qui méditent ensemble, dans le cadre d'un programme régulier de méditation prolongée. Cela crée une force puissante de cohérence et d'unité et d'harmonie, de sorte que les tensions et le stress social sont facilement dissipés. Et on peut même stopper la guerre, même dans les régions les plus touchées. De nombreuses études ont été publiées sur ce sujet dans de grandes revues scientifiques ces 25 dernières années. Je n'ai même plus besoin d'y revenir. Pour le contexte, prenons par exemple cette étude historique qui portait sur l'impact des méditations de groupe pendant la guerre au Moyen-Orient. Au plus fort de la guerre du Liban, des chercheurs de 8 universités se sont associés pour des collaborations scientifiques pour mesurer l'effet de la méditation collective sur la guerre du Liban. Et à chaque fois qu'un groupe était formé et réuni pour la méditation transcendantale et sa technique avancée, le programme TMCD, conçu spécialement pour apaiser le stress de la société. C'est une version avancée de la méditation transcendantale conçue à cet effet, qui génère un puissant effet d'unité et d'harmonie dans l'environnement. Au cours de toutes ces expériences consécutives, on a constaté une forte baisse de la violence sociale et des guerres, avec 80% de morts en moins, 80% de blessés en moins, une nette baisse des conflits, des progrès remarquables vers la paix et des avancées dans les négociations entre factions rivales. Ce phénomène est si marquant qu'il a ouvert un nouveau champ de recherche en sciences sociales. Évaluer l'impact exceptionnel de la méditation transcendantale pratiquée en groupe et de techniques avancées visant à diminuer la violence et les conflits. C'est tout à fait remarquable. Toutes ces études montrent une très forte signification statistique, inférieure à 1 sur 100 000, que l'un de ces résultats soit dû au hasard, qu'il ne s'agisse que d'une simple coïncidence. Et si l'on combine toutes ces études, la probabilité que ce phénomène de réduction de la guerre soit dû à la méditation de groupe, la probabilité que ce soit un simple hasard statistique est inférieure à 1 sur 10 milliards de milliards, ce qui fait de l'effet pacificateur de la méditation de groupe le phénomène le plus rigoureusement établi et le plus étudié de tout phénomène, de toute l'histoire des sciences sociales. Tout cela correspond exactement à ce qu'on attend, avec une compréhension fondamentale que la conscience n'est pas limitée à notre cerveau, mais qu'elle est un phénomène universel, que nous pouvons tous accéder à cette conscience universelle dans les états les plus élevés de compréhension humaine. Nous avons donc aujourd'hui une véritable technologie de la paix, scientifiquement prouvée et dont le monde a un besoin urgent aujourd'hui.
Pour conclure, voici quelques nouvelles de ce que nous faisons avec cette connaissance exceptionnelle, et ce que vous pourrez, je l'espère, accomplir, à votre tour, grâce à elle. Et vous parler de mes actions actuelles ici, en Europe. Premièrement, il existe ce phénomène qu'on appelle le gouvernement de la paix, présent dans 108 pays à travers le monde. L'idée est simple, les gouvernements traditionnels se concentrent sur la gestion des crises. Les gouvernements conventionnels sont dirigés par des politiciens qui sont experts dans l'art de se faire élire. Ils maîtrisent l'art de lever des fonds auprès de groupes privés, faire campagne avec acharnement et se faire élire. Mais est-ce vraiment ce qu'il nous faut pour faire évoluer le monde au XXIe siècle? La réponse est non. C'est pour cela que le gouvernement de la paix a été créé. Pour gouverner en toute discrétion, ni en gérant les problèmes, ni en intervenant lors des crises, mais en les prévenant en amont. Mais comment éviter les problèmes? La façon la plus simple d'éviter les problèmes, selon moi, en tant qu'enseignant, c'est l'éducation. Une éducation qui développe pleinement notre potentiel mental. Et ainsi, le comportement humain respecte la loi naturelle. Ce comportement favorise et nourrit naturellement la vie. C'est le fruit d'une éducation vraiment moderne qui permet de faire l'expérience directe du champ unifié et d'éveiller pleinement la conscience. Si on parvient à faire que les comportements respectent la loi naturelle, alors tous les problèmes liés à nos erreurs, comme la mauvaise santé, que nous nous causons en fumant, en mangeant ou en buvant de façon inappropriée, ou en adoptant des modes de vie inadaptés. On peut time princess here. Quand on pense et agit, et qu'on mange sainement, en harmonie avec les lois de la nature, quand on ne nuit pas aux autres, ni à l'environnement. Cela permet à notre compréhension de s'élargir naturellement. Quand on fait l'expérience de l'unité de la vie, on voit les autres comme une part de soi. On fait l'expérience de cette vérité scientifique, qu'en réalité, il n'existe qu'une seule conscience, qui s'exprime en chacun, et malgré les différences apparentes de race ou de croyance, tous les êtres humains sont unis au plus profond d'eux-mêmes. Quand l'unité devient une réalité vécue dans l'éveil, alors chacun voit spontanément la réalité de cette unité et agit automatiquement envers les autres. Comme on agit envers soi-même, la règle d'or s'applique naturellement. Dans un état de conscience limité, où la compréhension humaine est réduite, où la vision est extrêmement rétrécie, cette règle d'or semble totalement irréaliste. Pourquoi devrais-je faire quoi que ce soit pour quelqu'un d'autre, alors que je pourrais penser seulement à moi? C'est ainsi qu'on voit la vie quand on manque d'ouverture. Quand la compréhension s'élargit, on se voit véritablement dans l'autre. Et l'autre en soi. Dans cet état, on agit alors naturellement avec bienveillance et on cherche à enrichir la vie des autres. Être citoyen du monde, adopter des comportements qui soutiennent la vie partout, naît spontanément d'une éducation appropriée. L'éducation est donc l'activité principale des gouvernements de paix dans chaque pays qui ne sont pas constitués de politiciens. Ils réunissent les meilleurs éducateurs de chaque pays, les plus grands scientifiques de chaque pays, les principaux chercheurs médicaux de chaque pays, les agriculteurs biologiques dans chaque pays qui maîtrisent l'agriculture durable et biologique. Le gouvernement de la paix vise à partager des connaissances éprouvées et préventives, ainsi que des solutions accessibles à tous. Mais surtout deux aspects essentiels. L'éducation pour que chacun vive plus naturellement selon les lois de la nature. Pour éviter les erreurs et problèmes liés au non-respect des lois de la nature et au mauvais comportement. L'autre grande priorité du gouvernement de la paix, car il n'y a pas une minute à perdre. Il faut des actions qui portent leurs fruits immédiatement. Le gouvernement de la paix cherche à former de grands groupes d'experts en méditation dans les universités et dans les établissements d'enseignement supérieur, partout.
là où les enseignants souhaitent offrir à leurs étudiants une expérience d'unité, avec une augmentation de l'intelligence, de la créativité, et c'est de plus en plus accepté. Car la méditation peut désormais être expliquée sur une base scientifique, avec un impact prouvé sur le développement du cerveau. Ce n'est donc plus un domaine réservé à la spiritualité, et encore moins au mysticisme. La neurophysiologie de l'éveil est un domaine bien concret et apporte des avantages incontestables à tous les étudiants. Nous essayons de mettre en place et créer des groupes favorisant la cohérence, de méditants promoteurs de paix. Et ça peut se faire partout, en usine, en prison, dans l'armée. Toutes ces initiatives sont déjà lancées, mais c'est le plus naturel d'offrir cette expérience dans un cadre éducatif où les étudiants viennent déjà à l'école pour développer leurs capacités mentales et acquérir savoir et sagesse. Nous pouvons rendre l'apprentissage plus efficace en faisant de chaque université un moteur de paix, un accélérateur de paix pour le monde. Je suis actuellement professeur de physique et directeur de l'Institut des sciences et technologies et de politique publique à l'Université Maharishi de Management dans l'Iowa. J'ai quitté la faculté de Stanford pour participer à une expérience passionnante, pour observer ce qui arriverait à l'éducation dans le cadre classique de la réussite académique. En intégrant au programme l'expérience de la conscience, pour développer pleinement le cerveau, nous avons lancé l'idée d'une éducation tournée vers l'épanouissement, d'un enseignement supérieur pour une conscience accrue. 22 ans plus tard, je travaille toujours à l'Université Maharishi, qui a obtenu des résultats remarquables dans tous les aspects de la vie étudiante et de la réussite scolaire, et qui a décroché des prix, même au niveau scolaire, au lycée et au collège, pratiquement toutes les distinctions possibles, décernées par l'État et le pays dans les domaines de l'art oratoire, du théâtre, des sciences et même du sport. C'est vraiment un phénomène d'apprentissage exceptionnel et un modèle qui devrait être suivi partout pour que tous les établissements scolaires, partout, permettent de vivre cette réalité essentielle qui est au cœur du bon développement du cerveau. Nous développons l'Université Maharishi en Iowa pour en faire une université de la paix. Une université capable, par son nombre d'étudiants, d'apporter une réelle influence pacifique. Sur les États-Unis et le monde, 2000 étudiants suffiraient amplement, soit environ le double de notre effectif actuel. 2000 étudiants suffiraient, d'après toutes les études publiées, pour influencer réellement les décisions prises aux États-Unis et pour aider la population américaine à avancer vers plus d'harmonie et de paix. Nous souhaitons aussi ouvrir un campus à Washington, D.C., installer une université de la paix dans la capitale, et c'est déjà en cours. Le terrain est déjà acheté, la construction va commencer. Les universités de Washington, D.C. commencent à proposer des cours de 4 crédits sur la méditation transcendantale pour former des artisans de paix, des étudiants qui viendront passer l'été sur le campus de l'Université de la paix, et même poursuivre leurs études à l'Université de la paix. Pourquoi Washington, D.C.? Pour insuffler un esprit de raison au cœur de la capitale américaine et dans l'administration actuelle des États-Unis, qu'on pourrait dire prendre des décisions qui ne vont pas forcément dans le sens du bien-être pour le monde. Ceux qui croient à la paix par la guerre sans fin trouvent en George Bush et l'actuelle administration leurs meilleurs défenseurs. Et c'est leur droit. Après tout, chacun est libre ici. Mais pour ceux qui pensent que seule la paix mène à la paix, surtout aujourd'hui, avec la découverte d'un champ de paix qui est infiniment plus fondamental et des millions de fois plus puissant que la force nucléaire, à condition de pouvoir la maîtriser. Et c'est possible, car elle peut générer une influence irrésistible de paix et d'harmonie si forte, qui empêche toute hostilité ou conflit d'apparaître. Nous pouvons désamorcer toute hostilité chez un adversaire avant même qu'elle n'éclate, faisant ainsi de la guerre un souvenir du passé. Et lorsqu'on met la guerre derrière nous, grâce à une démarche préventive, dont l'efficacité est prouvée,
alors les armes nucléaires et toutes les armes offensives deviennent obsolètes et inutiles. Ainsi, on assure aujourd'hui l'invincibilité et la sécurité nationale réelle. Aucune défense classique ne protège d'une attaque nucléaire. On ne peut pas se défendre classiquement contre des armes de destruction massive détenues par des terroristes. La seule protection, c'est la prévention. Empêcher qu'un ennemi ne voie le jour, en éliminant l'hostilité chez tout adversaire potentiel, en créant des dynamiques d'unité puissantes, et cohérence et positivité qui rayonnent dans tout l'environnement, jusque dans le monde entier. Réunir 8000 artisans de la paix dans une université de la paix, afin d'agir concrètement pour la paix mondiale. Cela a déjà été observé dans des études, au moins 3 fois, des groupes de 8000 personnes, soit la racine carrée de 1% de la population mondiale, ont été réunis et formés à des pratiques de méditation avancées favorisant la paix, ce qui a entraîné une baisse de 80% du terrorisme mondial et d'autres améliorations, selon des publications dans les grandes revues scientifiques. C'est la réalité. C'est une méthode qui mérite d'être mise en pratique pour contrebalancer les milliers d'académies militaires et les écoles de guerre qui perfectionnent l'art de la guerre. Créons une université dans le monde, vouée uniquement à prévenir la guerre et à promouvoir la paix et à former un nouveau métier. Non plus des soldats, mais des artisans de paix, des personnes capables de vraiment empêcher les guerres, une véritable armée de la paix. Et enfin, ce que j'accomplis ici en France et aux Pays-Bas. Comme vous le savez, il s'est passé quelque chose de très marquant et le rejet très surprenant de la Constitution européenne. Et un bouleversement majeur en France, en divisant la conscience collective aux Pays-Bas et en plongeant toute l'Union européenne dans l'instabilité. Nous sommes ici pour lancer la mise en place en Europe, à Bruxelles en France, aux Pays-Bas et dans d'autres pays, des groupes d'experts en méditation pour promouvoir la paix, afin de créer une conscience nationale intégrée et renforcer la cohésion au sein de la conscience nationale, pour rassembler la nation. Pour être franc, le problème de l'Union européenne, c'est que l'unification s'est faite à un niveau trop superficiel. La vie est unie en profondeur. Une tendance inévitable se dessine vers la mondialisation, désormais, depuis la découverte du champ unifié. Maintenant que l'unité scientifique est reconnue, et surtout maintenant que toujours plus de personnes découvrent l'expérience de l'unité, atteindre des états supérieurs de conscience, en pratiquant la méditation transcendantale, entre autres. L'unité est inévitable, la mondialisation aussi, mais pas de façon superficielle. Les Français ont bien raison de s'inquiéter qu'une unité imposée sur le plan politique. La richesse de la culture française risque d'en souffrir, ainsi que la gastronomie et la langue se fondront dans celle de l'Allemagne ou des Pays-Bas et d'autres pays encore. C'est donc naturel d'avoir une crainte, de vouloir préserver son identité culturelle. Cette inquiétude est normale si l'unification est imposée, mais l'unification n'a jamais eu vocation à exister et ne doit pas être perçue comme limitée à la surface, qui est une magnifique mosaïque de la diversité du vivant. L'unité réelle ne se trouve pas à la surface de la vie, mais au cœur de la vie, au-delà des niveaux moléculaires, atomiques et nucléaires, au niveau du champ unifié, et sur cette base d'unité. Quand cette unité s'éveille, dans la conscience, les gens la vivent pleinement. La vérité profonde de l'unité de la vie, tout en célébrant la richesse de chaque patrimoine culturel. Les différences culturelles ne peuvent s'épanouir que comme un jardin éclatant de couleurs. Du vert, du bleu au jaune trouve sa place, pourvu que la terre soit fertile et le jardin vivant. Il s'agit donc de réveiller cette unité profonde, présente au niveau du champ unifié, au cœur même de notre conscience universelle. En s'appuyant sur cette unité, une véritable mondialisation est possible, mais sans effacer la richesse des cultures.
dissiper la crainte de voir disparaître l'identité culturelle de chacun. C'est pour cela que nous sommes ici. Et les gouvernements de la paix en France et les autorités de Bruxelles et des Pays-Bas nous ont invités à réunir rapidement avec les grands scientifiques européens, afin de constituer des groupes pour favoriser la cohérence et rétablir l'unité et ramener la paix à un moment où l'Europe connaît une période de grande instabilité. Voilà pourquoi je suis ici, et je vous prie de m'excuser de ne pas être parmi vous. Je ne suis pas là en personne, mais l'image est bonne. J'espère aussi que le son est bon. C'était vraiment un immense plaisir d'échanger avec vous, à distance, et c'est très encourageant de voir à quel point What the Bleep rencontre un tel succès. C'est aussi un message fort, adressé tout spécialement à Hollywood, que le public ne veut pas des films d'aventure à l'américaine, pas exclusivement, mais qu'il est prêt à accueillir des idées profondes. Le savoir sur l'unité, sur la réalité elle-même. Et bien sûr, le film est un puissant moyen de transmettre cette vérité sur la vie. What the Bleep le fait d'ailleurs de manière remarquable. Et le fait y touche un public aussi vaste, même en Europe à présent. Cela prouve à tous qu'il est temps d'apporter une vraie qualité, une vraie profondeur et une portée qui peut réellement changer le monde. Pourquoi ce film et les connaissances qu'il transmet ont un impact qui peut transformer le monde. Et pour que cela prenne tout son sens et devienne véritablement une source de changement, il faut désormais passer à la pratique, où l'on ne se contente plus de parler d'unité, ou de réfléchir à la conscience, où l'on vit cette unité, où l'on expérimente réellement la conscience. En grandissant dans l'éveil, nous devenons tous des sources de paix et d'unité, des artisans de paix bien réels, et toute personne souhaitant évoluer rapidement. Je vous invite au moins à découvrir la méditation transcendantale et à faire l'expérience, très rapidement, d'une ouverture maximale de la conscience. Et si possible, offrez-vous l'opportunité de découvrir une éducation basée sur la conscience. Cette approche éducative inspirée du champ unifié. Rendez-nous visite dans l'Iowa et bientôt à Washington DC, même le temps d'un week-end. Venez à un week-end découverte. Je serai ravi de vous y accueillir et vous permettre de vivre l'éducation pour l'éveil de l'esprit, l'éducation fondée sur la conscience, et de découvrir tout ce que peut offrir l'éducation. Pas seulement aux étudiants, mais à tout âge, que ce soit pour un mois ou un semestre. À l'université Maharishi, c'est une véritable révélation. Cela permet réellement d'accéder à des états supérieurs de conscience. J'espère vraiment vous y retrouver nombreux. Venez nous rencontrer et explorer ces technologies qui développent la conscience humaine et devenez, vous aussi, des artisans de la paix. Même si vous exercez un autre métier, chacun peut devenir un artisan de paix. Pour sa famille, au travail, dans sa communauté et dans le monde entier. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de m'adresser à vous. Et si le temps le permet, je serai ravi à ce moment-là. Je reste à vos questions. Merci beaucoup depuis la Hollande.